Et c'est un excellent vendredi et nous sommes toujours ravis de vous retrouver pour l'aventure. Bonjour le Faso. Alors bon vendredi à tous les fidèles musulmans et également à tous les fidèles catholiques puisque nous sommes dans le mois de jeûne chrétien. Alors bon vendredi saint à tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Et toujours installé à Tengango pour la rubrique à la découverte 2, à la découverte notamment de l'espace des nouvelles idées de Tengango. Il s'agit notamment de cet espace dont le fondateur est El Hadj Boubacar Zida Dissinaba. C'est cet espace qui nous accueille cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Alphonse Ouidrago que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invitée du jour est pédiatre. Elle est chef de service donc pédiatrie au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle. Elle est par ailleurs présidente de la Société burkinabé de pédiatrie. Cette Société burkinabé de pédiatrie organise un congrès ce mois de mars. Nous en parlerons tout à l'heure avec Dame Ye Diara. Professeur Ye Diara est notre invité de ce jour. Et aujourd'hui, dans la rubrique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouidrago, nous intéressons à la circulation sur les routes non bitumées. Alors, pour clore cette émission, Honoré Onadia sera au rendez-vous pour les rendez-vous de ce week-end. Merci de vous installer confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant à Tengango. L'espace des nouvelles idées de Tengango. Il faut rappeler que l'idée de la création de cet espace a germé dans les années 2000, du moins, selon le fondateur qui a décidé d'ailleurs de diriger donc cet espace pour recueillir et matérialiser ces nouvelles idées selon lui. Selon El Hadj Boubacar Zida Dissinaba, il souhaitait construire cet espace donc au niveau de Yako. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir l'autorisation ou le terrain pour la construction. Alors, il a décidé de se retourner vers d'autres localités. Et finalement, c'est à Tengango qu'il a pu démarrer la construction de cet espace de nouvelles idées en 2011. Alors, quand vous arrivez à Lénil, il y a une statue d'un grand oiseau appelé Condor qui vous accueille. Et bien sûr, au niveau de la déventure, l'espace est orné par les drapeaux du Burkina et de l'Union africaine de part et d'autre et du chapeau de Saponé au milieu. Et le mur de l'espace des nouvelles idées est particulier à travers bien sûr ces décorations parce que vous retrouverez les photos des cinéastes burkinabés et africains et il y a d'ailleurs une allée réservée aux cinéastes qui ont remporté les talons d'or donc de Nyenega durant les éditions du FESPACO. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau le fondateur de l'espace des nouvelles idées. Il s'agit donc du PDG El Hadj Boubacar Zida Dissinaba, fondateur de l'ENI et également PDG de Savane Média. Suivons et on revient. L'idée est née depuis les années 2000. J'ai décidé de créer un espace de nouvelles idées parce que je me suis dit que les nouvelles idées n'est pas égale à d'autres diplômes. Il faut favoriser les nouvelles idées. Et les nouvelles idées, on trouve des choses qu'on ne trouve pas derrière un diplôme. Vous pouvez ne pas être diplômé, être intelligent, avoir des idées et de très bonnes idées. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce centre-là pour recueillir de nouvelles idées et pour avancer. Initialement, ce n'était pas Tengango. C'était prévu à Yako, dans la capitale de Passoré, ma ville natale. Il y a eu des perspectives, il y a eu des gens qui ont empêché à ce que j'érige ces joyaux-là à Yako parce que je ne suis pas des côtés des partis au pouvoir.
Et comme je suis une personne qui n'est pas un béni oui-oui, et je ne suis pas la politique aveuglément. Moi, je suis homme de culture. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la culture, ce n'est pas la politique. Mais à son temps, il y a eu des barons de la politique qui ont empêché la mairie de m'attribuer les terrains. Et finalement, bon, la mairie était vraiment partant pour me soutenir parce qu'ils connaissaient l'importance du projet. Maintenant, comme le projet ne peut pas avoir lieu là-bas, je me suis retourné vers Ouagadougou. Les communes rurales qui entourent Ouagadougou, j'ai déposé mes demandes partout. Bon, des Ignaré, Laï, Tangandasouri et Komsilega. Et finalement, c'est au niveau de la mairie de Komsilega que j'ai eu vraiment de bons échos. Bon, ils m'ont attribué ce terrain en 2011. Et fin 2012, j'ai commencé la fondation. La fondation, bon, au départ, j'avais voulu cesser de financement bancaire. Malheureusement, bon, je n'ai pas eu de bons échos là-bas à travers les différentes institutions financières que j'ai fait le tour. Et n'ont pas jugé nécessaire que ces projets-là soient vraiment bancables. Finalement, j'ai décidé de confier ces projets-là à un chef de chantier qui a vraiment honte, quoi, qui n'aime pas la honte. Vous voyez, c'est Dieu. Donc j'ai confié le travail à Dieu. Après avoir fait la fondation, je me rappelle que ces jours-là, il manquait même des ciments pour boucher les trous qu'on a cassés. On n'a pas pu atteindre même les choses de la fondation. Et bon, j'ai dit, bon, le chef santé va s'en occuper. Ainsi de suite, bon, il a commencé à réagir. Et ainsi de suite, on a fini de construire même les bâtiments en question en 2013. Et début 2014, on a commencé à l'intérieur là, pour le studio, bon, l'embellissement au dehors, etc., etc. Et on a commencé à travailler. C'est une chanson qui vous invite à méditer, c'est vendredi et c'est avec plaisir que nous vous proposons cette chanson. Alors pour la suite, nous allons nous informer, faire le tour de l'actualité nationale et internationale avec Alphonse Ouedraogo aujourd'hui qui est bien installé. Bonjour à toi Alphonse. Bonjour à Abzeta, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une Alassane Bala Sakané à propos du président Roch-Marc Christian Kaboré, de l'ancien président d'ailleurs, Roch-Marc Christian Kaboré. Il dit ceci: le président Roch n'est pas en résidence surveillée, mais plutôt en détention, écrit le journal à la page 3. Organisation de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso, ça urge, nous informe le journal à la page 10. Paix et réconciliation nationale, des coutumiers et religieux disposés à accompagner la transition, écrit le journal Le Quotidien à la page 7. Digne d'intérêt, c'est une rubrique du journal Le Quotidien. Dans cette rubrique, le journal écrit: président du Faso, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba déclare c'est bien. C'est à lire à la page 5 du journal et c'est la une du journal Le Quotidien. L'Express du Faso, un quotidien bobolais, écrit à sa une: affaire de lotissement à l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, le dossier Anaïs SARL au tribunal sous une autre forme, nous révèle le journal à la page 7. Cité communautaire de l'université Nazi-Boni, les acquéreurs peuvent dormir tranquilles, rassure le journal à la page 6. Autant le dire, c'est une rubrique du journal. Hausse des prix des produits, c'est la faute de nos dirigeants. Barre à sa une, le journal, écrit le journal à la page 2, c'est une réflexion. Région des Hauts-Bassins, a dansé colonel Moussa Diallo, c'est le nouveau gouverneur des Hauts-Bassins qui est donc accueilli ainsi. Le journal poursuit et écrit:
Sanctions contre le Mali suspendues, vrai ou faux, c'est dans cette rubrique que vous pouvez lire cette information. Toujours sur le même sujet, Assimi Goïta n'ira pas à Accra, écrit le journal à la page 3. Accident de la circulation, un usager écrasé par un camion à Sakabi, nous informe le journal L'Express du Faso, et c'est la une du journal ainsi. Un autre quotidien, c'est l'Observateur Palga, le plus vieux quotidien privé du Burkina Faso. À sa une, on nous dit MPP, front commun autour de Roch-Marc Christian Kaboré, c'est à lire à la page 8 du journal. Procès Thomas Sankara, juger le lieutenant et non le général. C'est une déclaration de Maître Abdoulatif Dabo qui est donc relatée par le journal. Dans la rubrique Une lettre pour l'AI, le journal écrit Procès Thomas Sankara, terminus en vue. Drôle de fidélité à un président déchu. ZEF sonne le rassemblement de ses anciens élus. C'est dans la rubrique Une lettre pour l'AI que vous pouvez avoir toutes ces informations. Un autre titre du journal, c'est Mali, UEMOA, CEDEAO, des indicateurs au vert qui dissipent les nuages. Dans la rubrique Regard sur l'actualité, vous pouvez lire cet article. Burkina-Kosovo, c'est un match amical. Le journal écrit les étalons noyés dans le drain blanc. C'est à lire à la page 27. Un autre quotidien, c'est le quotidien d'État citoyen. À sa une, le journal écrit Réconciliation nationale, la contribution des coutumiers et des religieux sollicités. C'est à lire à la page 13 du journal. Citoyen écrit aussi détention de Roch Kaboré, le MPP exige sa libération immédiate. Suspension des sanctions contre le Mali, des décisions de juridictions régionales sont restées sans suite. Ce sont des propos de professeur Ousseini Ili. Chronique, c'est une rubrique du journal. Le journal écrit La politique, l'incurable mal. C'est la une du journal citoyen. Le pays affiche à sa une Alassane Bala-Sakandé, et qui parle à propos des démissions au MPP, dit ceci. Le MPP n'est pas tombé, il a trébuché. C'est à lire à la page 2 du journal. Dans la rubrique Pot-pourri, le journal écrit manifestation du 27 mars au Burkina Faso. Des partis politiques et des OSC mettent en garde les organisateurs. C'est à lire à la page 18 du journal. Transition politique au Burkina Faso. Les religieux et les coutumiers disposés à accompagner d'Amiba. Vous pouvez avoir toutes les informations à la page 21 du journal. Procès Thomas Sankara pour les avocats de Golf, c'est-à-dire de Guinguiri, leurs clients payent pour sa loyauté à Blaise Compaoré. Composition des membres de l'ALT, c'est-à-dire l'Assemblée législative de transition, pourvu que tout se montre à la hauteur des défis. C'est une réflexion du journal Le Pays qui est à lire à la page 6 du journal. Ministère de l'économie, des finances et de la prospective, plus de 1973 milliards mobilisés au profit de l'État. Donc c'est un bilan fait par le département. Donc voici donc la une du journal Le Pays. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso qui écrit à sa une première sortie du MPP après le putsch. Vie du parti, libération de Roch, démission, 24 milliards en date, et Balance s'exprime sur tous ces sujets. Donc à la page 9 du journal, vous avez toutes ces informations. Paix et réconciliation nationale, le journal écrit Paix et réconciliation nationale, les coutumiers et religieux disposés à accompagner la transition. À la page 6 du journal, vous avez les informations. Au Burkina Faso, en février, le nombre de PDI a connu une hausse de 4,17%. La page 3 du journal revient sur cette information. Maître Olivier Yelkouni déclare « On veut juger Guinguiri
pour ce qui s'est passé sous le régime de Blaise Compaoré. C'est sa conviction à la page 8 du journal. Suspension des sanctions de l'UEMOA par la Cour de justice. Dommage que Goïta refuse d'aller à Accra. Écrit le journal à la page 4. Et c'est la fin de la une des journaux. Merci à toi, Alphonse. Et nous allons bien sûr marquer un arrêt sur quelques sujets d'actualité. On sait que l'actualité a été marquée notamment hier par cette sortie de l'ex-parti au pouvoir, 2 mois après la chute donc du MPP. Alors, on doit dire qu'il était temps quand même pour ce parti-là de sortir de son silence. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal parce que quand on est aux affaires et brusquement, tout s'arrête tout d'un coup. Il faut dire qu'il était quand même normal qu'il puisse donner de la voix. Mais de cette façon, je n'en sais rien. Mais je sais que c'est une conférence de presse. Face aux journalistes, des propos ont été tenus, des précisions ont été données par le président du parti, Alassane Bala Sakandé. Dans ce cas de figure, je pense que la manière dont ce parti a perdu le pouvoir, on peut imaginer qu'il y a aujourd'hui de la déception. D'ailleurs, Alassane Bala Sakandé, l'actuel président du parti, alors président de l'Assemblée nationale, disait ceci, qu'il ne peut pas avoir de coup d'État au Burkina Faso. C'est une déclaration récente qui a retenu l'attention des Burkinabés. Et malheureusement, quelques temps après sa déclaration, ce qu'il prédisait est arrivé. Alors, donc, on peut imaginer que c'est vraiment une surprise pour ce parti-là qui avait le pouvoir dans ses mains et qui a donc vu le pouvoir connaître cette rupture. Je pense que la déception, elle est évidente. De ce fait, il fallait quand même remobiliser, c'est-à-dire les militants, parce que ce n'est pas facile. Quand vous avez le pouvoir, vous pouvez imaginer que vous avez tout le monde autour de vous, mais lorsqu'on perd le pouvoir, on perd, avec ceux qui étaient autour de vous, on perd beaucoup de choses. Donc, il était quand même normal que le parti puisse rassurer non seulement ses militants, mais aussi à ceux qui pensent que le MPP est fini. Je pense que c'est ce qui explique la quintessence d'une telle sortie. Et ce qu'il faudrait aussi retenir, il a été donc l'occasion pour le président du parti de parler de cette saignée qu'il y a aujourd'hui au niveau du MPP, des démissions en cascade. Donc tout cela ne donne pas de bon augure. Ça montre qu'effectivement, il y a une crise, c'est la débandade. Donc il fallait quand même que les premiers responsables puissent donner des explications sur tous ces aspects-là. Vous avez vu qu'ils ont demandé la libération de Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien président. Donc je pense que c'était une occasion pour revenir sur bien d'autres sujets. Et maintenant, on peut parler de l'opportunité de cette sortie. Est-ce que ça ne pouvait pas être par une simple déclaration pour demander la libération de Roch-Marc Christian Kaboré? Est-ce que cela ne suffisait pas? Où il fallait coûte que coûte 2 mois après avoir perdu le pouvoir, être face aux journalistes pour parler de certaines choses, tout en sachant que dans les propos, on peut avoir des dérapages. Je pense que ces éléments étaient analysés. Ils ont pris la responsabilité de le faire. Je pense que c'est ce qu'on a pu voir. Mais Alphonse, concernant justement la demande de libération de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, aujourd'hui le MPP parle même d'exigence qu'on le libère, parce qu'on a vu, comme tu l'as dit, lors d'une conférence de presse, des choses peuvent échapper, et le président du MPP a dit ouvertement justement que ça, il n'appellerait pas ça, donc résidence surveillée, c'est vraiment une détention. Et il a donné quand même des points. Il a dit que le président pouvait voir sa famille qu'1 heure par jour, que donc il n'est pas libre de ses mouvements, il n'a pas ses téléphones portables. Donc ce sont des informations que nous, par exemple, on n'avait pas. Et cette sortie nous a permis quand même d'avoir ces informations. Tout à fait. Et je pense que déjà, il faut s'en féliciter parce que effectivement, beaucoup n'avaient pas ces informations-là. Et cette sortie nous a permis effectivement de savoir que il y a quand même ces facilités-là pour permettre à sa famille de pouvoir lui rendre visite.
Alors, ce Mais qu'on avec a... des restrictions quand même. Hein. Effectivement, j'en arrive. Et ce qu'on avait entendu, est que sa famille ne pouvait même pas aller le rendre visite. Et ça, c'était vraiment difficile qu'on accepte cela. Alors, je pense, Roch-Marc Christian Kaboré, je ne doute pas, bientôt il sera libéré. Il sera libéré parce que il doit être même libéré. Quand vous voyez où vous avez constaté le dénouement de la crise, lorsque ça tirait, je pense qu'il a pensé à l'intérêt supérieur de la nation en acceptant, malgré la situation, de démissionner, de rendre sa démission. S'il ne l'avait pas fait, je vous jure qu'à l'heure là, nous étions toujours en train de penser à toutes ces morts-là. Je pense que il y a ces circonstances atténuantes et ça amène à réfléchir qu'effectivement, l'ancien président, il a accepté signer sa démission. Je pense qu'en récompense, en retour, il faut lui permettre d'aller chez lui. Ben, il peut ne pas aller à la Padoue où il était. Il a des villas, il a une maison à Ouaga 2000. Il peut y être, tout comme il peut aller à Zorgo. Je pense qu'il faut analyser ces aspects-là et les autorités de la transition sont interpellées. Il faut faire en sorte que cette volonté de rassembler les Burkinabés puisse être évidente parce que quand on a besoin de tout le monde, il faut poser des actes qui vont dans ce sens. Mais là où je déplore, c'est quand j'entends libération immédiate, sans condition. Je pense qu'on n'est pas... c'est des termes qui me font mal quand j'entends ça. Lorsqu'on demande, on ne doit pas être orgueilleux quand on demande. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut libérer Roch-Marc Christian Kaboré. S'il a accepté, démissionner, s'il a accepté, et de par son acte, on a pu avoir le dénouement, comme on l'a vu. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on garde une telle personnalité. N'empêche, c'est un ancien président, il ne doit pas être libéré comme vous le voyez, blessé chez lui comme ça. Non, pour sa sécurité même d'ailleurs. Okay. Donc, il y a quand même des conditions qu'il faut toujours préserver. Et je pense que c'est dans ce sens que nous voyons les choses tard à venir. Les autorités sont vraiment interpellées. Il faut libérer Roch-Marc Christian Kaboré. Mais il faudrait que les déclarations là ne soient pas orgueilleuses parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de faire tout ce tapage-là. Chacun doit parler avec sa conscience. Et pour revenir toujours au parti, le MPP, l'ex-parti au pouvoir, on se demande quel avenir politique pour ce parti. Aujourd'hui, quand même, Bala Sakandé dit que le parti a trébuché, le parti n'est pas tombé. Mais de toute façon, on parlait tantôt des démissions. Quand même, il y a eu fracture quelque part. Vous perdez le pouvoir, et ensuite des démissions. Donc, quel avenir politique? Alors, l'avenir politique, c'est la stratégie à adopter. Je parlais tout à l'heure que chacun doit parler à sa conscience parce qu'il y a des choses qui sont passées. Chacun doit comprendre que j'ai eu fait à commettre des erreurs et je dois les corriger. Aujourd'hui, c'est quand même une surprise que 2 mois après, qu'on assiste à ces démissions et pas des moindres. C'est des gens qui avaient des responsabilités au niveau du parti. Quand vous prenez Abdoulaye Mossé, ce n'est pas, je dirais, moins que rien. Il était d'ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, tout comme d'autres militants, c'est des poids lourds. Je pense que même si c'était 2 militants, comme Alassane Balès Sakandé a eu à le dire, c'est une perte lorsqu'on voit un militant démissionner d'un parti. L'avenir, je dirais, il est vraiment obscur, mais en même temps, on peut redresser la barre. Tout dépendra de la stratégie que le MPP va adopter parce qu'il faut éviter d'être le CDP de 2014 qui a rencontré va et marée et qui a donc même à un moment donné été suspendu pendant quelques mois. Je pense que le MPP doit éviter cela. Mais plus les déclarations se multiplient, plus on peut se tromper, plus il peut y avoir beaucoup de choses, plus on peut être victime de ce qu'on n'aurait pas souhaité. Donc, l'avenir se trouve dans les mains des premiers responsables. Il faut revoir la stratégie, il faut se parler, il faut tirer les conséquences. Et je pense que le parti est quand même bien structuré pour comprendre ce que je suis en train de dire.
C'est vrai qu'il y a cette démission-là, mais peut-être le point positif, c'est qu'on a retrouvé hier aussi quand même des grands du parti aux côtés de Bala Sakandé. On a vu Clément Sawadgo, on a vu les anciens ministres, on a vu Marshall, l'ex-ministre de la Femme, elle qui avait déclaré sur sa page Facebook qu'elle était fidèle à son parti et qu'elle n'allait pas quitter le parti. En tout cas, on l'a vu lors de la conférence de presse. C'est quand même des ténors aussi du parti qui sont toujours aux côtés de Bala Sakandé. Et donc, ça rassure. Ça rassure peut-être. Ça rassure parce que c'est la politique. Avec ses sorties, ses démissions, c'est une stratégie. Vous savez, les politiciens, ils peuvent à un moment donné se retrouver encore. C'est-à-dire, on se divise, on flatte les gens, et puis on se retrouve au moment indiqué. Donc, ne nous trompons pas. C'est la politique, c'est des gens. D'ailleurs, quand Abdoulaye Moussa a démissionné, il a dit que le combat se poursuit dans d'autres cadres. Donc, il ne regrette pas ce qu'il a apporté au niveau du MPP. Et il dit d'ailleurs qu'il reste fidèle à Roch-Marc Christian Kaboré, mais il quitte le parti et il rassure ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont toujours accompagné, que le combat se poursuivra dans d'autres cadres. Ça veut dire encore qu'il peut se retrouver encore, oui, lorsque l'occasion se présente. Donc, ne suivez pas les déclarations, les stratégies, c'est des stratégies. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant si ces choses-là ne se passaient pas, parce que c'est, comme on le dit, diviser pour mieux régner. On se disperse, après on se retrouve. Ça ressemble à cela. Merci Alphonse. Deuxième sujet, là on va s'intéresser au football. Donc la défaite des étalons hier face au Kosovo. Quel commentaire? Alors, c'était l'humiliation totale. L'humiliation parce que 5-0, c'est une humiliation pour une équipe qui est arrivée à un niveau aujourd'hui acceptable. Notre football, je pense que quand on est laminé 5-0 face au Kosovo, ça fait mal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un score fleuve de ce genre, c'est difficile pour le moment de trouver des coupables, parce qu'il y a un autre match qui arrive contre la Belgique d'ici là. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est comme si les joueurs n'avaient pas le moral. C'est vrai, d'autres pourraient dire qu'il y a beaucoup de joueurs comme Hervé Kofi, Issouf Dayo, comme Bertrand Traoré, Issa Kaboré, Blati Touré, qui n'étaient pas là à la rencontre, mais ce n'est pas excusable, parce qu'une équipe, c'est aussi ceux qui sont sur le banc et ceux qui n'avaient pas toujours la chance de jouer. Et le coach par intérim, Oscar Barreau, a fait ce qu'il avait à faire. Il attendait de bons résultats. D'ailleurs, un premier match, je crois qu'il a eu le temps de le préparer. Et les Italiens se sont préparés. Malheureusement, c'est un spectacle désolant. Et je vous dis que dès que le premier but est rentré, moi, j'ai immédiatement vu 5-0. Parce que ce n'est pas la manière de jouer. Oui, la manière de jouer. Il y a des choses. Donc, je pense que après cette défaite-là, il faut tirer les leçons. Il faut repartir. Il faut comprendre que le football, là, il n'y a pas un temps de repos. Même si vous avez tapé, même si vous avez eu une victoire, il faut se préparer. Il faut encore se donner les moyens de conquérir, de gagner. Il n'y a pas à dire que bon, on a gagné hier, aujourd'hui, même si on ne gagne pas. Non. D'abord, c'est un jeu. Il faut donner le bon spectacle. Il faut faire en sorte que ceux qui vous supportent puissent vraiment être rassurés et fiers de la prestation sur le terrain. Mais on va dire que tout commence mal vraiment pour ce coach intérimaire Oscar Barreau. Et c'est vraiment malheureux que son premier match se solde donc par 5-0. C'est un score fleuve. Ça fait mal. Mais il est le sélectionneur par intérim. Il y a un autre match amical qui arrive contre la Belgique. Déjà avec Kosovo, si on a pris 5-0, j'imagine, sauf en tout cas le retour des absents que j'ai cités tout à l'heure, si on croise la Belgique, j'imagine combien de buts nous allons encaisser. Même si je ne minimise pas les joueurs qui ont joué hier, je pense qu'il a un travail à faire. Je voulais vous dire que la crise aujourd'hui qu'il y a au niveau de la Fédération burkinabé de football, problème d'entraîneur, ainsi de suite, cette crise-là affecte la prestation des joueurs sur le terrain. Parce que chacun est arrivé
par l'arrivée de tel ou tel entraîneur, tout cela fait que il y a des guerres de tranchées. Cela peut impacter négativement notre football. Et je pense que comme nous sommes en transition, il faut vraiment profiter, apporter aussi une refondation au niveau de notre football, parce qu'on ne doit pas laisser le football là pour des affairistes, des gens qui créent des sociétés qui mangent du football, des gens qui créent des sociétés, soit sociétés de nettoyage, de sécurité. Je le dis parce que il y a des gens qui n'aiment pas le football, mais qui mangent dans le football. Et ça, il faut balayer tout cela. Il faut se mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, les pays développés ont développé ces stratégies-là, et aujourd'hui, le football est rentable. Donc, c'est une économie. Donc, c'est un moyen pour développer les pays. Au-delà du fait que c'est un jeu, c'est une prestation, de beaux jeux qu'il faut donner, non, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'un joueur, il n'est pas aujourd'hui bien à l'aise s'il est dans une grande équipe. Donc, je dis, on ne doit plus jouer avec le football. Okay. Donc, c'est l'occasion, pour terminer, de revoir cet aspect-là, parce qu'il faut quitter dans les clubs de quartier, demander aux sociétés minières, par exemple, et je tiens à le dire, de racheter des équipes qu'on a aujourd'hui au Burkina, de les financer comme on voit ailleurs. On a des opérateurs économiques qui peuvent devenir des propriétaires de clubs ici, qui peuvent développer. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un comme Ibomaf ne peut pas payer ou en tout cas soutenir une équipe au Burkina Faso ou à Bull Service, pour ne citer que cela. Donc je pense que c'est aux responsables de développer ces stratégies-là pour donner l'envie d'aller supporter les équipes, que ce soit les étalons, et que ce soit EFO ou ASFA. Je pense qu'il faut travailler pour repartir sur de bonnes bases. Merci bien, Alphonse. Pour qu'on puisse avoir des Messi ou des Ronaldo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Messi ou Ronaldo? Mais... Messi. Merci bien. Le choix est vite fait. Le choix est vite fait. L'éternel supporter donc de Messi, c'est Alphonse Ouedraogo. Merci à toi d'être passé. Merci à vous. Et nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé, professeur Yediara, pédiatre. Elle est bien installée sur notre plateau, virgule, et on la retrouve juste après. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous professeur Yediara, pédiatre et chef de service donc pédiatrie au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle. Elle est par ailleurs présidente de la Société burkinabé de pédiatrie. Et il faut rappeler que cette société organise un congrès ce mois de mars. Nous en parlerons tout à l'heure. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pédiatre. Qu'est-ce qu'un pédiatre, professeur? Alors, un pédiatre, c'est d'abord un médecin généraliste. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une formation en médecine générale qui dure 7 ans avec une année de soutenance de thèse. Oui. Et après cela, il y a la spécialisation. Bon, je dis ça à quelques exceptions près, il y a quelques particularités quand même. Et donc, en plus de cela, il y a une formation complémentaire de 4 ans pour s'occuper en tout cas de la santé des enfants. Donc, en résumé, donc 8 ans de médecine générale, plus 4 ans de spécialisation et pour se consacrer uniquement à la santé de l'enfant. Donc, le pédiatre s'occupe des enfants, de la santé des enfants. Oui. Et pour devenir pédiatre, vous nous l'avez dit, il faut faire 8 ans de médecine générale. Oui. Et puis ensuite faire la spécialisation 4 ans. Oui. Mais est-ce qu'à l'intérieur des médecins pédiatres, il y a aussi des spécialités? Oui, bien sûr, il y a des spécialités. Mais je dirais également que quand on dit la santé de l'enfant, souvent les gens voient l'enfant malade. Alors que non. Donc la santé, même l'enfant sain, ça commence par là. Donc c'est tous les aspects. L'enfant sain, l'enfant malade, et puis bon, l'enfant qui a des complications, tous les aspects. Donc, dans la pédiatrie, et pour répondre à votre question, il y a des sous-spécialités. Parce que quand on finit avec les 4 ans de pédiatrie, on n'a pas fini encore. Parce que la médecine, en tout cas, on cherche toujours à se perfectionner. Il y a des sous-spécialités en pédiatrie. Puisque quand on les définit, la pédiatrie, c'est la médecine générale de l'enfant. Là encore, on est dans les généralistes, médecine générale de l'enfant.
Donc, à l'intérieur de cela, il y a des sous-spécialités. Je commencerai par ma sous-spécialité. Oui. Moi, ma sous-spécialité, c'est ce qu'on appelle la néonatologie, à savoir s'occuper des tout petits, les nouveau-nés, les enfants de la naissance jusqu'à 28 jours, les bébés, comme on dit, voilà, qui sortent de la maternité jusqu'à 28 jours, donc jusqu'à 1 mois. Donc ça, c'est une sous-spécialité. Et l'autre sous-spécialité, c'est l'extrême, ce sont les adolescents. Okay. Les adolescents entre 10 et 19 ans, donc c'est le thème de notre congrès. Donc il y a des particularités également chez ces adolescents, donc de la manière dont il y a des particularités chez les nouveau-nés. Il y a d'autres sous-spécialités, vous savez, dans le corps humain, on a ce qu'on appelle les organes, il y a les systèmes, donc il y a des spécialistes du cœur, il y a des spécialistes du poumon, il y a des spécialistes des yeux, il y a des spécialistes des reins, il y a des spécialistes du cerveau, il y a des spécialistes... En tout cas, tous les organes, on peut chercher à se spécialiser pour approfondir les connaissances dans ce domaine pour une meilleure prise en charge. Et en dehors des organes même, il y a des maladies. Si je prends par exemple les cancers, il y a des spécialistes en oncologie qu'on appelle les cancers. Il y a des spécialistes en maladies infectieuses, donc les infections, les germes qui pénètrent dans l'organisme et qui donnent en tout cas des infections. Il y a des spécialistes en nutrition. Oui, il y a beaucoup de spécialistes. Et dans des domaines même non médicaux purs, et donc même côté psychologie, même côté social, tout ça sont des sous-spécialités qui existent vers lesquelles on peut s'orienter. Et de vos explications, j'ai bien retenu, vous avez parlé d'adolescents de 10 à 19 ans. Est-ce que le pédiatre s'occupe des enfants de cet âge? Normalement, nous devons nous occuper des enfants de cet âge. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment, parce que quand vous constatez nos services de pédiatrie, qu'est-ce qui se passe? On prend les enfants de 0 à 15 ans. C'est ce qui est retenu entre guillemets. Au-delà de ça, on dit, bon, il faut que l'enfant aille ailleurs. Alors que non, parce que les adolescents font partie de la population et des enfants. Donc, ce sont des tranches d'âge qui relèvent de la pédiatrie. Alors, donc, parce qu'ils ont leurs particularités, ils ont pas mal. Bon, on reviendra après là-dessus. Il y a leurs particularités. Alors, professeur, quand est-ce qu'on doit voir un pédiatre? Normalement, je dirais toujours normalement. Parce que qu'est-ce qui se passe présentement? Je peux dire quand même en amont, il y a quelque chose. Puisque quand l'enfant naît, il y a ce qu'on appelle les pesées. Dans les centres de santé, de promotion, bon, et voilà. Donc, non, dans les SMI, pour les soins maternels et infantiles. Donc, il y a les pesées qui se font, il dit entre guillemets pesées, plus la vaccination. En fait, ce n'est pas seulement les pesées. On doit suivre l'enfant même si l'enfant n'est pas malade. Il doit y avoir un suivi. Quand l'enfant naît, les premiers mois, les suivis sont plus rapprochés. Ensuite, deuxième, troisième, en tout cas pendant la première année, c'est plus rapproché pour qu'on puisse détecter tôt les anomalies. Et au fur et à mesure, on espace les suivis. Donc l'enfant même sain, c'est ça même l'idéal. Voilà. On doit aller voir le pédiatre. Et l'enfant se familiarise à son... Quand je dis le pédiatre, c'est entre guillemets parce que d'aucuns diront on n'a pas suffisamment de pédiatres, qu'est-ce qu'il faut faire? Présentement, on a les attachés de santé en pédiatrie. Eux, ce sont des infirmiers qui se sont spécialisés aussi dans le domaine de la santé des enfants. Et il y a les sages-femmes, il y a les infirmiers, et tous, quand ils prennent ce domaine-là, ils peuvent suivre les enfants. Donc l'enfant doit être suivi. Et maintenant, c'est les malades. Bon, bien sûr, il faut continuer pour aller voir le pédiatre ou bien le médecin généraliste. Bon, parce qu'on n'a pas effectivement suffisamment de spécialistes, il faut le reconnaître. Donc, il y a ce qu'on appelle des délégations de tâches. À savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont été renforcées en compétences, en connaissances pour pouvoir suivre ces enfants. Mais l'idéal, c'est ce qui se passe dans les pays développés. Et quand l'enfant naît, il a son pédiatre qui les suit jusqu'à l'âge de l'adolescence. Ça fait que quand il y a ce suivi qui est régulier, et quand il y a un petit bobo, un petit problème, son médecin prend connaissance de cela et pendant le suivi,
il y a non seulement les pesées, la vaccination, mais il y a des conseils de tout ordre, sur le plan nutritionnel, sur le plan éducation, sur le plan... Donc, il y a ces conseils qui doivent accompagner le suivi de ces enfants qui sont sains. Bien sûr, quand ils sont malades, donc le médecin ou bien le pédiatre s'occupera de cet enfant malade. Vous voyez que quand il y a souvent ce suivi, l'enfant se colle, se familiarise. Et ça fait que le message passe souvent plus facilement entre ce médecin spécialiste ou bien en tout cas la personne qui s'occupe de l'enfant et également avec les parents, parce qu'il y a pas mal d'informations qu'on peut leur donner par rapport à ce suivi, à cette prise en charge. Donc, et vous avez dit tantôt aussi qu'il y a peu de pédiatres au Burkina. Oui. Vous êtes à combien? Alors, présentement sur la liste, on est à 100, j'arrondis à 150 pédiatres. Pour tout le Burkina? Pour tout le Burkina. Et là même, ce n'est pas tous les pédiatres qui sont sur le terrain de soins, parce qu'il y a certains qui sont là, dans l'administration et qui ne sont pas dans les services cliniques pour la prise en charge. Mais comme je l'ai dit, il y a le médecin pédiatre, mais il y a les attachés de santé. Donc, le pays a opté pour cette politique de former des infirmiers d'État qui sont spécialisés, qui ont une connaissance un peu plus accrue qu'un infirmier généraliste dans la prise en charge. Donc, il y a ces médecins, des infirmiers spécialistes. Et bien sûr, il y a les médecins généralistes qu'il ne faut pas occulter, parce qu'au cours de leur formation de médecins généralistes, il y a le volet pédiatrique. Ils passent en pédiatrie, donc ils ont des connaissances sur le b.a.-ba, comme on dit, de la prise en charge des enfants, même si ce n'est pas très, très développé. Ils peuvent faire quelque chose. Et bien sûr, négligeons pas ce que les infirmiers, les sages-femmes, ce qu'ils font sur le terrain, il faut encourager cela, parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses avant que ça n'arrive aux pédiatres, parce que pour le moment, il n'y en a pas suffisamment. Mais est-ce que vous, professeur, vous recommanderez à une mère, lorsque son enfant ne se sent pas, d'aller directement voir le pédiatre ou d'aller toujours dans les CSPS? Comme on voit ce qui se passe déjà au Burkina, la plupart du temps, c'est vraiment aller d'abord voir au CSPS à côté, quitte à ce que, si ça se complique, on parte voir le pédiatre. Est-ce que vous conseillerez à la maman d'aller directement voir le pédiatre? Bon, je dirais que pas que ça, quand ça se complique, non. Il ne faut pas qu'on attende que ça se complique. Oui. Parce que d'aller voir directement le pédiatre, ce serait difficile, comme on dit. Parce qu'il y a présentement, la plupart des pédiatres sont concentrés au niveau des hôpitaux. Or, quand on dit hôpital, c'est souvent des cas qui sont graves, qui nécessitent encore d'autres concentrations pour gérer ces cas difficiles. Si je prends l'exemple d'enfants qui ont des problèmes rénaux, qui ont des problèmes cardiaques, pendant qu'on est en train de voir ces enfants, quand on doit recevoir un enfant qui a un petit bobo, vous voyez que c'est assez difficile. Donc, je peux dire que le circuit établi est tout à fait valable pourvu que les gens fassent leur travail. Donc, c'est la médecine de proximité. Quand on est à côté d'une formation sanitaire, l'idéal, c'est de passer par là. Voilà, passer par là, mais il ne faut pas que ceux qui prennent en charge ces enfants laissent la situation se compliquer. S'ils peuvent gérer sur place, ils le font. S'ils ne peuvent pas, l'idéal, c'est de référer avec une fiche de référence à l'échelon supérieur pour une meilleure prise en charge. Merci en tout cas pour ces conseils qui seront certainement utiles donc, aux mamans qui nous suivent. Avant qu'on parle de votre congrès, c'est bien qu'on profite découvrir plus le métier de pédiatre. Est-ce que c'est difficile, c'est plus difficile de s'occuper des enfants, professeur? Moi, j'allais dire que pas plus difficile. Au contraire, bon, oui et non en même temps. Je dirais oui parce que quand on dit la pédiatrie, c'est pas comme chez l'adulte, c'est un peu fixe, c'est un peu standardisé parce que l'adulte ne va plus grandir, il ne va plus changer de poids, il ne va plus, etc. On sait que, bon, il y a des maladies qui sont propres à l'adulte, on se focalise sur ça. Par contre, l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tranches d'âge. À chaque étape de son développement, ça correspond à des maladies bien données. Quand je prends les nouveaux-nés dont je parlais tout à l'heure, les 0 à 28 jours, ils n'auront pas les mêmes problèmes qu'un adolescent.
Donc, vous voyez, ensuite, après les nouveaux-nés, il y a ce qu'on appelle les nourrissons, jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ils ont aussi leur type de maladie, de problèmes qu'ils ont. Ensuite, il y a la petite enfance, ensuite, il y a les grands-enfants, ensuite, avant d'arriver à l'adolescent. Ouais, donc, il y a nécessité de connaître cela pour rechercher en tout cas les maladies que l'enfant peut développer et donner les conseils nécessaires pour les prévenir. Et quand ils ont ça aussi, il faut savoir les prendre en charge. Et vous comprendrez avec moi qu'en fonction de ces tranches d'âge, les prescriptions vont varier. On ne dira pas, bon, prenez une gélule 2 fois par jour, bien 2 gélules 2 fois. Donc, on est toujours avec nos calculettes en train de taper pour calculer en fonction du poids. Parce que l'enfant qu'on a vu aujourd'hui, si on le revoit 1 mois plus tard, ce n'est plus la même personne. Donc, vous voyez que c'est ça qui fait la particularité. Bon, dans tous les domaines, il y a des particularités qui font la difficulté. D'autre part aussi, bon, en tant que pédiatre, moi, je dirais que je suis plus à l'aise devant un enfant à soigner plutôt que devant un adulte. Parce qu'un enfant, quand il est en bonne santé, ça se voit, ça se sent, ça se détecte. Quand il est malade aussi, les signaux, si on collabore bien avec la maman, moi j'aime dire souvent que c'est la maman qui est le premier pédiatre à la maison. Ah oui, ou bien le papa, en tout cas la personne qui s'occupe de l'enfant. Si elle arrive à détecter des changements de comportement chez un enfant par rapport à ce qu'il faisait et qu'il vient en consultation, il arrive à bien décrire, nous orienter vers cela, on est souvent plus à l'aise pour dire « Ah, cet enfant, effectivement, il est malade » et on interroge encore, on examine. Vous voyez que ça paraît un peu plus simple. Et quand cet enfant est bien pris en charge et qu'il guérit, cet enfant qui était triste, qui était tout mou, vous voyez que son comportement va changer totalement. Il va commencer à jouer, il va commencer à manger. Ça, c'est très facile. Bon, pas facile, mais en tout cas, on sait ça. Par contre, nous, les adultes, ben, il y a beaucoup d'autres problèmes derrière, voilà, qui sont des problèmes de santé aussi. Un adulte peut venir vous dire, bon, on peut le consulter plusieurs fois parce qu'il y a tel ou tel mot du dos, bien de la tête. Bon. Mais s'il n'arrive pas à vous dire le problème qui est derrière cela, peut-être qu'à la maison, j'ai d'autres difficultés. Soit avec la nounou, ou bien avec le conjoint, ou bien avec, dans la grande famille, ce problème psychologique peut impacter ma santé. Ça fera que, si je ne dis pas au médecin que, en plus des maux de tête, voilà ce que j'ai eu à subir comme difficulté, ben, le médecin va passer le temps à examiner, à faire ses prescriptions. Il ne pourra pas vous guérir. Vous voyez que bon, il y a une différence. Bon, c'est vrai que voilà. Donc, c'est ça. Mais naturellement, pour être pédiatre, il faut aimer les enfants, non? Ah oui, bien sûr. Ça, j'avoue que il faut aimer les enfants. Parce que on a détecté en cela sans que moi je m'en rende compte même. Parce que quand je raconte l'histoire, la manière dont j'ai opté pour la pédiatrie, ben, mon entourage disait que déjà je m'intéressais aux enfants même avant même de faire la pédiatrie. Parce que dans les répertoires familiales ou dans l'entourage, moi je connais en tout cas par cœur le nom de tous les enfants. Partout où on passait, bon, je me rappelle avec mon fiancé quand j'étais étudiante, on passait à quelque part. Dans la famille, moi je m'intéressais aux enfants, je m'amuse avec eux, je retiens les noms. Par contre, si vous allez me demander le nom des parents et autres, c'est pas évident que je puisse... Vous voyez, donc... il y a cet amour que la plupart des pédiatres ont vis-à-vis des enfants. Si on ne les aime pas, en tout cas, on ne peut pas s'en occuper. Ça, il y a cet amour-là. Alors, maintenant, on va parler de la Société burkinabé donc, de pédiatrie, dont vous êtes la présidente. Présentez-nous cette société. La Société burkinabé de pédiatrie, c'est une société à but non lucratif. Voilà, une société savante. Et qui a été créé en les années 2004-2005 par nos aînés, nos prédécesseurs. Voilà, et avec en son temps 4 ou 5 pédiatres. Mais vous voyez que ça a évolué. Voilà, donc c'est une société qui regroupe pas seulement les pédiatres, tous les professionnels qui travaillent dans le domaine du couple mère-enfant.
parce que là aussi on le souligne, nous, on ne dissocie pas la mère de l'enfant. Donc ça fait que vous allez constater, on travaille beaucoup avec les gynécologues, parce qu'un enfant, s'il n'a pas la mère, c'est compliqué, c'est difficile. Donc le couple mère-enfant. Donc non seulement les médecins, les paramédicaux, en tout cas tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé du couple mère-enfant peuvent adhérer à cette société savante. Et le but, c'est quoi? C'est de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est ça le but. Et puis de façon spécifique, nous participons au niveau auprès du ministère à travers une direction qu'on appelle la direction de la santé et de la famille, à l'élaboration des documents de politique, des projets nationaux et puis régionaux dans le même domaine. Également, le rôle d'expertise, des avis sont demandés sur certaines questions de pédiatrie du couple mère-enfant et de promouvoir, participer à la formation, au renforcement des capacités du personnel de santé pour mieux s'occuper de ces enfants. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas suffisamment de pédiatres. Donc il faut renforcer les capacités d'autres personnels pour pouvoir faire la délégation des tâches et encourager la recherche. Parce que pour être efficace, il faut même la recherche opérationnelle, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'état des lieux, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on peut améliorer, vous voyez, et également participer à l'organisation des rencontres scientifiques, des congrès. Donc je crois que c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Et bien sûr, veiller à l'éthique et à la déontologie. Parce que tout ce qu'on fait, voilà, donc la Société burkinabé de pédiatrie, en collaboration avec l'Ordre des médecins, nous restons très vigilants, très collés à l'éthique et à la déontologie. Parce qu'on ne souhaite pas qu'on salisse notre toge, comme on le dit, notre tenue de médecins d'abord et surtout de pédiatres. Donc nous tenons à cela. Donc s'il y a des insuffisances, souvent, en tout cas, on attire l'attention de nos collègues pour les dispositions à prendre. Et professeur, nous parlons maintenant du congrès que vous organisez la semaine prochaine, notamment les 29, 30 et 31 mars prochains. Pourquoi ce congrès et de quoi il va s'agir concrètement? Alors, ce congrès rentre en droite ligne des objectifs que la SOBIPED s'est fixés. Si vous permettez, je remonte un peu plus haut parce qu'on travaille dans le sillage des orientations au niveau national et à l'international. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà. Quand on a fait le bilan, côté pédiatrique, on a vu qu'il y a des insuffisances encore dans la prise en charge des nouveau-nés. Les nouveau-nés, comme je vous ai dit, les tout petits, les 0 à 28 jours, et également dans le domaine de la santé des adolescents. Vous constatez vous-même avec nous que la question des adolescents, c'est une question vraiment qui suscite beaucoup de débats. Parce que l'adolescence, c'est une période, moi je dis souvent que c'est un virage, c'est une étape dans le développement de l'enfant, mais un virage dans la vie de l'enfant qui est très, très, très dangereux si ce n'est pas bien balisé. Alors, donc, l'adolescent, en résumé, en tout cas, dans ce virage que je caricature, traverse pas mal de difficultés qui peut l'amener vraiment dans des gros problèmes. Non seulement sur le plan maladie, c'est en rapport avec, c'est physiologique, parce que l'adolescence, il y a une modification sur le plan physique, sur le plan hormonal, il y a des hormones qui sont sécrétées, ça fait que un adolescent aura un comportement différent d'un enfant avant cet âge-là. Donc, ça le rend vulnérable à pas mal de choses. Donc, en résumé, l'adolescent se retrouve confronté à des problèmes de santé. Il peut contracter des maladies infectieuses, le VIH, les hépatites. Il peut avoir des maladies non transmissibles, telles que les diabètes, l'hypertension, tout simplement parce qu'il ne fait pas attention, il s'alimente comme il veut, il aime les repas trop salés. Et peut rentrer dans la consommation des substances nocives, l'alcool, le tabac, la drogue, avec les conséquences qu'on connaît. On voit des adolescents dans la rue, ou bien se retrouvent en milieu psychiatrique, la santé mentale. Il peut y avoir d'autres problèmes également. Il y a l'addiction aux TIC, les systèmes d'information, les réseaux sociaux, ils sont là, ainsi de suite. Vous voyez, donc il y a pas mal de problèmes, pas mal de difficultés en rapport avec cette période-là. Si ce n'est pas bien compris, bien pris en charge, d'abord dans la famille,
Donc il y a souvent des dérapages. Alors, donc nous sommes dit, les pédiatres, on se sent interpellés. Souvent, je l'ai dit, j'ai dit, ben, un pédiatre, je caricature en disant, un pédiatre qui prend en charge un enfant, supposons qu'un parent décide que c'est ce pédiatre qui va suivre mon enfant. Tu le prends en charge depuis la période des nouveau-nés, il est bébé. Ensuite, il traverse, tu le suis bien, les maladies, il est nourrisson, ensuite, bon, c'est le petit chou, on le chouchoute, voilà. Il traverse, il arrive vers l'âge de 13, 14 ans, ou bien au-delà de 15 ans, bon, le pédiatre dit, bon, il ne relève plus de moi, voilà. Donc, là, c'est cette période d'adolescent, 13, 14 ans, il y a eu les dérapages. Imagine que cet adolescent se retrouve en train de fumer la drogue, se retrouve en psychiatrie, ou bien se retrouve dans des situations qui l'amènent à la maison d'arrêt et de correction. On se dit, les pédiatres, on dit, ben, on a échoué à quelque part. Pourquoi on a pris en charge cet enfant jusqu'à cet âge et on n'a pas été capable d'accompagner la famille pour traverser cette période et continuer à le suivre même jusqu'à l'âge de 19 voire 20 ans, même au-delà. Il y a certains services où, au-delà même de ça, il y en a qui sont des dames même, qui ont des malades chroniques, maladies qui sont suivies toujours en pédiatre. Donc, on s'est dit, les pédiatres, nous, on a ce défi à relever, non seulement pour l'atteinte de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, à savoir, en tout cas, réduire ces problèmes de santé chez les tout petits et chez les adolescents. Et en quoi faisant pendant ce congrès, on s'est dit, on va se fixer 3 objectifs. D'abord, il faut que l'équipe, en tout cas de la SOBIPED, quand je dis de la SOBIPED, ce n'est pas seulement les pédiatres, je rappelle encore, c'est tous ceux qui s'occupent des couples mère-enfant. On doit connaître les recommandations, parce que l'Organisation mondiale de la santé a des recommandations pour la santé des adolescents, parce que c'est une bombe à retardement si ce n'est pas bien géré. Donc, reconnaître ces recommandations, connaître ça, connaître les directives, parce que chaque pays a des directives pour la santé des adolescents. Donc ça, c'est un des objectifs. Deuxièmement, on s'est dit, on n'est pas sur un terrain qui est vierge. Les ONG, les associations souvent dévancent. Il y a pas mal d'associations dans les villes qui organisent la prise en charge des adolescents et au niveau étatique également, il y a certaines structures. Donc, deuxième objectif, ça va aller vite, oui. C'est partager en tout cas l'expérience voilà, avec les autres. Et enfin, le dernier objectif, on espère qu'on pourra y arriver. On s'est dit, si on échange bien, il y aura pas mal de communication, des conférences. On doit être en mesure de dégager des recommandations à notre endroit et dégager en tout cas des recommandations fortes, en tout cas prendre des engagements pour dire que, en tout cas, les pédiatres, on pourra suivre, en tout cas, les enfants, on pourra prendre en charge ces adolescents, pas seulement 15 ans, mais au-delà de ça. Ce qui suppose aussi qu'il y aura un coin pour les adolescents dans nos services de santé, parce que c'est ça aussi le problème. Il faut qu'ils aient un endroit où ils peuvent venir consulter pour des problèmes un peu particuliers, souvent un peu psychologiques et autres, qu'on puisse quand même les accompagner et bien sûr en collaboration avec les parents. Un congrès qui se tient donc les 29, 30 et 31 mars. On l'a compris, c'est vraiment un congrès qui s'intéresse surtout aux adolescents. Mais est-ce que ça va se passer déjà où? Alors, ce congrès va se tenir à l'université. Il y a une salle qu'on appelle salle des actes. C'est à côté de la présidente de l'université. C'est une salle qui a une capacité de 500 places avec des annexes. Alors donc, ce sera fait en présentiel et en virtuel. Parce qu'on a des collègues de la sous-région, du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France, la Ville-Évrard. On a des partenaires là-bas, des pédopsychiatres, eux tous, ils vont intervenir en virtuel pour certains et en présentiel également. Donc, c'est au niveau de l'université, à la salle des actes. D'accord. Voilà, donc, merci à vous. On me dira que notre temps est terminé. Et je rappelle que ce congrès se tient donc les 29, 30 et 31 mars prochains. Et c'est un congrès organisé par la Société burkinabé de pédiatrie. C'est nous qui disons merci. Merci beaucoup à vous. Merci aux téléspectateurs. Et on espère qu'on pourra vraiment évoluer ensemble. Parce que, je le dis, il y a un retour sur investissement. Le meilleur investissement, c'est sur la santé des adolescents. Bien sûr, il y a les autres aspects. Et le retour est triple, comme on le dit.
Hein. Donc, si l'adolescent est en bonne santé, ben, il va garder cela jusqu'à l'âge adulte. Il sera très productif. Hein, et également, il va transmettre ça aux générations futures. Bien Donc, sûr. c'est signe de développement en tout cas. Merci. Voilà, bien. merci beaucoup. Merci En tout merci. cas. Restez avec nous. Nous recevions sur ce plateau le professeur Yé Diarra, donc pédiatre et chef de service pédiatrie au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle. Par ailleurs, présidente de la Société burkinabé de pédiatrie. Il faut rappeler que cette société burkinabé de pédiatrie organise donc les 29, 30 et 31 mars un congrès qui va s'intéresser au cas des adolescents. Et ce congrès se tient à l'université. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Merci. Et nous marquons une petite pause de temps de retrouver le moniteur Ezekiel Ouedraogo pour sécurité routière. C'est vendredi et vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à votre chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto École, et on revient. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour, moniteur. Bonjour, Madame Nikema. Alors, aujourd'hui, on parle de la circulation sur les routes non bitumées et les accidents de la circulation. Alors, moniteur, est-ce qu'il y a un risque d'accident lorsqu'on circule, plus de risques? Sinon, le risque existe partout, mais est-ce qu'il y a plus de risques si on circule dans une voie non bitumée? Absolument, merci. Bonjour également à tous les usagers qui nous suivent actuellement. Nous sommes tous responsables quant aux accidents qui se produisent régulièrement. Donc nous devons ajuster davantage notre comportement et pour contribuer à éviter des accidents de circulation. Aujourd'hui, nous parlons de la particularité donc, de la circulation sur les routes non bitumées. Voici donc des routes où tout est incertain. Rien n'est sûr sur une route non bitumée. Assez de surprises à n'importe quel endroit. Alors qu'on en a assez de routes non bitumées au Burkina Faso. Et beaucoup peuvent témoigner avoir constaté des accidents produits à ce niveau. On a perdu assez de personnes, assez d'usagers sur les routes donc non bitumées. Et qu'est-ce qui cause très souvent ces accidents, moniteur? Bien sûr, sur les routes, merci, sur les routes non bitumées. Et vous allez remarquer que tout de suite, les gens se disent, voilà, je viens de buter à une route non bitumée. Sur une route non bitumée, tenez-vous bien, vous circulez seulement sur du sable. C'est tout. Donc, le risque de perdre le guidon de sa moto ou bien de perdre le contrôle de sa voiture est élevé. Rien n'est sûr sur une route incertaine. Les causes sont connues puisque les roues se déplacent sur du sable. Voilà. En pratique, c'est ce qui se passe. Et en ce moment, l'adhérence donc est assez précaire, l'adhérence des pneus au sol. C'est assez précaire. Et on ne peut pas évaluer le niveau d'adhérence des pneus d'une moto ou bien d'une voiture sur cette route-là. Donc à tout moment, alors le véhicule peut se comporter comme un jouet. Aller dans les décors et voici l'accident est consommé. C'est ce que les usagers doivent comprendre. Alors, moniteur, et quelles sont les précautions de sécurité aussi à prendre lorsqu'on circule sur ces genres de voies? Très bien, et merci madame. Il y a assez de précautions. Écoutez-moi, chers usagers, pour que nous soyons à l'abri des accidents de circulation lorsque nous sommes engagés sur une route non bitumée. Il faut savoir, si vous êtes en voiture, comme je l'ai dit, la première conscience à entretenir, c'est que vous roulez sur du sable. Donc, le risque de glisser est déjà élevé. Ça, c'est une chose. Également, il y a la poussière, il y a la projection de gravier. Il y a beaucoup d'enjeux qui augmentent le risque d'accident au niveau des routes non bitumées. Également au niveau de la signalisation routière. Les panneaux. Il y a beaucoup de fois, les panneaux sont recouverts de poussière, pratiquement illisibles. Tout ça expose les usagers lorsqu'ils sont engagés dans la circulation sur les routes non bitumées. Vous voyez ce que vous voyez? Oui. Pas de montage. En temps réel, ce sont des réalités. Ces routes-là sont là et on a assez de routes non bitumées. Oui. Donc au Burkina, il faut que les usagers comprennent qu'il y a des précautions à prendre. Des précautions à prendre, moniteur, et on sait aussi qu'à force de circuler sur ces routes non bitumées, il y a des types d'escaliers ou en tout cas des trous un peu laissés par nos engins. Oui. Comment on fait aussi pour faire attention à ce niveau? Voilà, donc comme tu l'as dit, je pense que les usagers peuvent le témoigner. Combien d'usagers, vous avez remarqué sur les routes non bitumées, la circulation donc, forme des escaliers. Voilà, et ces escaliers-là constituent également, vous voyez, des surprises. On peut être renversé facilement, ou encore et voir son véhicule se déporter à gauche ou à droite, comme un miracle. Et voici l'accident est consommé. Alors donc, il y a lieu d'être prudent. Revenez tout de suite
à la limitation de vitesse, voire encore diminuer davantage son allure, parce que rien n'est certain. Aucun organe de sécurité d'un véhicule n'a été testé sur les routes non bitumées. Vous voyez là, le code de la route a mis les routes non bitumées, voilà, donc à proximité. Voilà, les règles s'appliquent sur les routes bitumées. D'accord. Mais comme ici, on est obligé de rouler aussi sur des routes non bitumées, il faut faire attention. Mais que dire aussi des panneaux de signalisation sur ces voies? Oui, ici, tout de suite, la diapo 1, si je peux la voir. La diapo 1. Voilà, regardez, vous voyez, il y a quelques panneaux pour il y a quand même quelques panneaux, mais ce n'est pas partout. Hein, oui, ce n'est pas partout. Les grandes voies ici, non bitumées. Voilà, ici, tu vas voir que ces panneaux-là ont été installés il n'y a pas longtemps. Hein? Ici, d'ici quelques mois plus tard, on voit que pratiquement soit ces panneaux sont renversés ou encore des riverains sont venus l'arracher parce que c'est du fer. Voilà, tant que c'est du fer, là, allez, tout de suite, voilà, c'est des affaires pour certains. Vous voyez là donc? Et on ne peut pas se fier sur la signalisation au niveau des routes non bitumées pour circuler. On doit davantage rester vigilant et prudent. C'est la condition essentielle pour être à l'abri de l'accident durant son parcours. Voilà. Et l'autre risque aussi, moniteur, c'est qu'on se retrouve avec toujours des chantiers, des chantiers ou des ouvrages en construction sur ces routes-là. Quelle est aussi la précaution à prendre? Effectivement, et madame, tu le dis bien, et il y a donc des entreprises qui sont chargées de faire certaines routes et qui ne prennent pas les précautions nécessaires. Merci, et merci pour cette diapo. Regardez ici, si la signalisation n'est pas optimisée à ce niveau-là, attendez-vous à vivre un drame routier, le plus important. Donc, cet endroit-là doit être signalé jusqu'à la fin des travaux. Hein? Donc, les entreprises qui sont chargées de refaire les routes, s'ils sont à l'écoute, doivent se préparer et doivent prendre ça en compte. Ça n'est pas de venir réaliser donc les aménagements nécessaires qui vous sont confiés, mais également la signalisation des endroits jugés accidentogènes comme ici. Mais là, c'est bien signalé, non? Oui, non, bon, voilà, à droite, voilà, et ici, on doit avoir le panneau triangulaire, là, fond jaune, un panneau donc qui signale un danger particulier. Hein, 150 mètres avant le lieu du danger, très bien signalé pour avertir aux usagers de la route qu'il y a un danger particulier, pas forcément signalé ici, avec le panneau en bas qui irradie au pont non achevé. Ça permet d'éviter des accidents. Voici des gestes simples qui doivent être pris en compte et qui doivent appliquer pour que nous puissions gagner en termes de sécurité routière. Voilà. Et que dire aussi sur l'efficacité du freinage quand on veut aborder ces genres de routes? Ah, ça c'est mon domaine, la mécanique. La mécanique. Alors, lorsque vous êtes engagé sur une route non bitumée, ne comptez pas sur les freins de votre véhicule ou bien de votre moto. Quand vous freinez brusquement, vous pouvez vous rendre compte que, mais tiens, qu'est-ce qui se passe sur mon véhicule? Ça peut se déporter comme un jouet. Vous voyez les jouets que les enfants ont. Justement. Et ça glisse puisque vous roulez sur du sable. Donc, c'est propice aux tonneaux, les routes non achevées. Les routes non bitumées du moins. Comme cet exemple, vous voyez là. Un simple freinage vous envoie dans les décors. Et difficile à maîtriser son véhicule. Beaucoup de tonneaux ont été enregistrés sur les routes non bitumées au Burkina Faso. Donc, je veux que ceux qui sont dans les campagnes, dans les communes rurales, prennent en compte cet exposé, c'est important. Dès que vous êtes engagé sur une route non bitumée, revenez à diminuer correctement votre allure. La vitesse doit être diminuée. Hein? Également, il y a la poussière qui est là. Bien sûr, ça c'est un aspect quand même qui dérange beaucoup. La poussière qui peut jouer sur la visibilité et qui peut jouer aussi sur l'engin. Hein? Mais absolument. La poussière, vous avez une idée sur la portée de la poussière sur l'ensemble des usagers? Ça cause beaucoup de maladies. Hein? Vous respirez ça. Si vous devez emprunter un tronçon de 20 km seulement, je vous donne 20 km seulement sur une route non bitumée, le risque de perdre sa bonne santé est élevé, puisque vous respirez la poussière. Si vous ne prenez pas les précautions, il faut bien se protéger. Il faut porter son cache-nez, voire son casque. Voilà. Voici un endroit où le casque doit commencer à être porté. Sur les routes non bitumées, nous devons commencer à porter notre casque à ce niveau, pour éviter au moins de respirer la poussière, avec son cache-nez. Pour encore, au cas où l'accident n'a pas pu être évité, qu'on puisse quand même protéger sa tête. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Vous voyez là? Donc, la poussière, également, joue sur la mécanique. La poussière influence des installations comme l'ABS. J'aurai l'occasion d'exposer l'ABS. C'est un équipement important de sécurité routière dans les autos. Depuis 1978, c'est déjà un équipement de série. Au Burkina, personne ne prend garde à cet équipement.
qui vous permet de contrôler votre véhicule lors des freinages d'urgence. D'accord. Dès que vous empruntez une route non bitumen, au retour, vous devez faire envoyer des projections d'eau au niveau de l'intérieur des roues pour essayer de dépoussiérer. Bon, ça c'est juste un petit aspect que je donne. On aura l'occasion d'exposer, donc vous donner toutes les informations par rapport à ça. Merci bien, moniteur. Le temps est terminé. Merci à vous d'être passé. Je pense que vous avez saisi. Bien sûr, Tant le mieux. message est passé. On fera très attention avant d'aborder ces routes non bitumées. Tout à l'heure, nous allons retrouver Honoré. Et c'est sûr qu'il est en train de courir pour justement nous retrouver ici. On va faire une petite pause pour juste installer Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. Ce plateau, comme chaque vendredi d'ailleurs, pour les rendez-vous du week-end, Honoré Onadja. Bonjour. Bonjour à toi et merci à toi de me recevoir. Merci à toi d'être là, Honoré. On y va pour la virgule, les rendez-vous du week-end et on se retrouve après. Alors, Honoré, pour débuter ces rendez-vous du week-end, nous débutons par le spectacle d'humour de Philomène Nanema. Tout à fait, un spectacle qu'elle a préparé voilà, de cela quelques mois. Hein. À travers la toile un peu, on entendait parler de ce festival-là et ce spectacle-là qu'elle a préparé. Bon, on peut dire que le jour maintenant, c'est jour J-1, parce que c'est demain déjà. Demain du côté de Canal Olympia Ouaga 2000, elle va se produire. Et comme on la connaît, hein, c'est une qui vous fait voyager à travers vraiment tout l'humour qu'elle a. Du coup, c'est cette dernière-là qui vous donne rendez-vous demain à partir comme ça de 20h. Un seul lieu, c'est Canal Olympia Ouaga 2000. Maintenant, le prix d'entrée, là, ça, c'est pas un prix d'entrée, c'est un mot de passe. C'est un mot de passe. Le mot de passe, là, c'est 5 000 francs, 10 000. Maintenant, elle a décidé de nommer son spectacle là, Épouse-moi. Maintenant, pourquoi on ne veut pas épouser Philomène Nanema? Je vous en prie, déplacez-vous, elle va vous donner les raisons. C'est vraiment un week-end d'humour parce que les homotoqués aussi sont en spectacle au niveau du Célaza. Tout à fait. À 20h également, il dit, voilà, le prix d'entrée c'est 10 000 francs. 10 000, ouais. Ça c'est au Célaza. Les homotoqués, le titre de leur spectacle d'humour, leur one-man show, qui est le premier d'ailleurs, c'est Sens Interdit. Sens Interdit. Vous pouvez vous y rendre également pour voir. Alors, Honoré, deuxième événement, on parle de la 6e édition du VMAO. Alors, la 6e édition du VMAO qui a démarré depuis le mercredi dernier qui vraiment, hein, il faut le dire, hein, le VMAO d'année en année se mûrit comme ça, il se bonifie, on peut le dire. Pour ces week-ends, ce qu'on va vous donner, c'est déjà les représentations, les têtes d'affiche qui vont venir presser déjà ce soir. Ce soir, vous aurez Bézou, vous aurez Joe, vous aurez Sanabob qui vont venir presser pour le bonheur de tous ces mélomanes-là, tous ces fans-là qui vont se déplacer. Demain, vous aurez Kayawoto, vous aurez Zara, celle-là même qui défend les FDS. Vous aurez en plus de cela Ismo Vitalo qui sera de la partie. Et dimanche, vous aurez Amzi, Ahmed Simani, Ali et bien sûr le Théoka qui sera sur place, pour ne pas dire que c'est Toxa qui sera sur la place. Mais en plus de cela aussi, ça c'est uniquement les têtes d'affiche que je donne. Okay. Mais en plus de cela aussi, il faut dire qu'il y a des artistes aussi qui viennent participer. Pour vous dire tout simplement, déplacez-vous pour vivre pleinement la 6e édition du VMAO. Et c'est l'occasion pour nous hein, de saluer Ben Kiri et bien sûr le comité d'organisation qui l'accompagne. Et le VMAO, c'est justement le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. Yes, Troisième actualité donc, qui marquera certainement ce week-end, c'est notamment le programme de l'Institut français. Ben, à l'Institut français, on va uniquement parler que de rock. Rock, 15 ans de rock. Et l'Institut français a décidé de faire venir des artistes qui vont encore vous égayer. On peut en citer même des artistes qui vont presser déjà ce soir et demain. Entre autres, on peut citer Yarol, Baba, Commando, Rock et Ayavi, Mr. Cotton, Joby Blues, pour ne citer que cela. Et c'est uniquement chaque jour à partir de 20h. Donc ce soir à partir de 20h et demain à partir de 20h, débourser la somme de 1000 francs pour vivre pleinement les soirées de rock. Pour ceux-là qui sont fans de rock, ben, on vous attend pour vivre pleinement ces 15 ans de rock au Burkina Faso. Et nous terminons par le programme du Ciné Nerwaya avant de revenir à la maison. Ben, le Ciné Nerwaya, c'est ce film-là que l'on vous propose, un film qui est réalisé par Irène Thérèse Bambara, qui n'est autre que le film intitulé Le pouvoir à tout prix. C'est ce film-là que l'on vous propose, un film qui a débuté déjà depuis le 21 et qui poursuit son bonhomme de chemin, ce aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Merci bien Honoré. Pour finir tout à l'heure,
Alors, sur Savane TV. Tout à l'heure, l'émission que va vous demander, voilà, c'est cette émission-là qui vous permet d'avoir des cadeaux. Une émission qui vous donne quelques petits indices, mais des indices aussi qui vont vous permettre de deviner le cadeau caché à l'intérieur d'un coffret, qui n'est autre que le cadeau du jour. Voilà, c'est cette émission-là que l'on vous propose à partir de 11h, de 11h à 12h. Ben, le numéro que vous allez retenir, c'est surtout le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Et vous allez retrouver la Kindo Mature et bien sûr l'Onadia Mature, accompagné voilà, de quelqu'un qui va nous, un partenaire éventuellement qui va nous rejoindre. Voilà, pour vous dire tout simplement qu'à cadeau du jour, on gagne toujours. On gagne toujours. On avance toujours. Merci bien, Honoré. Nous vous parlez justement de la nouvelle émission de Savane TV. Il s'agit donc de cadeau du jour. Chaque 11h, vous avez la possibilité d'appeler justement pour avoir un cadeau, puisqu'ils reçoivent un partenaire qui vous offre un cadeau. Et c'est une émission animée par Bintou Kindo et Honoré Onadia. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h. Donc tout à l'heure, après le flash de 10h, restez là à 11h pour jouer et gagner des cadeaux. Vous avez pu suivre les vidéos de ceux qui ont eu des cadeaux et qui partagent leurs témoignages. Merci, rendez-vous vendredi prochain, Honoré. Inch'Allah, Inch'Allah. À vous, fidèles téléspectateurs, nous allons nous retrouver lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine, pilotée par Mariette Kokwaga et bien sûr le Samo, j'oublie son nom. Drabo. Rendez-vous lundi. Cuisse.